Après un point mort ces dernières semaines, le gouvernement va retrouver autour de la table des négociations les rebelles du M23 ce lundi à Doha. Le Qatar a déjà transmis aux deux parties un projet d'accord de paix qui devrait être signé dans les prochains jours. Vous suivrez en début de journal une analyse de la rédaction à ce sujet. Au Maniema, la tension est redescendue après un accrochage entre les forces de l'ordre et un groupe de Wazalendo. Le gouverneur de la province a toutefois annoncé un couvre-feu de 20h à 5h, juste à nouvel ordre, pour ne pas permettre à l'ennemi de profiter afin de créer le chaos. Retrouvailles à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ce lundi. Cette fois, le président ukrainien se fera accompagner de ses alliés européens pour obtenir le rapport des échanges du sommet d'Alaska entre les États-Unis et la Russie. Mesdames et messieurs, bonjour. Guerre dans l'Est, un nouvel épisode de négociations entre la RDC et le M23 est en vue à partir de ce lundi à Doha, en prélude de ces assises qui doivent aboutir au retour de la paix dans la partie orientale de la RDC. Le Qatar a transmis un projet d'accord de paix à Kinshasa et aux rebelles du M23. Jusqu'à présent, les violents ne semblent pas encore s'accorder entre les deux parties devant rallier Doha. Que faut-il attendre de ce nouveau rendez-vous lundi? Les dessous des cartes avec Jean-David Kilolo. Il n'y aura peut-être pas de discussion directe entre l'AFC M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo prévues ce lundi 18 août à Doha. Des sources généralement bien informées renseignent que la délégation de l'AFC M23 et celle de Kinshasa n'ont pas fait les déplacements à Doha. Des indiscrétions indiquent que les médiateurs qataris auraient posé un préalable au gouvernement de Kinshasa de libérer plus de 700 prisonniers de l'AFC M23. Ce que refuse Kinshasa, le gouvernement estime que ces prisonniers ne seront libérés qu'après la signature de l'accord de paix. À la veille de la reprise des négociations directes initialement prévues ce lundi 18 août, le gouvernement, tout comme la partie rebelle, a réitéré son attachement au processus de paix facilité par le Qatar. Le draft de l'accord de paix serait envoyé aux deux parties prenantes depuis le lundi 12 août de cette année. Malgré les engagements pour un cessez-le-feu, les affrontements se poursuivent, notamment dans le Sud Kivu. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer la trêve. La méfiance reste un obstacle majeur. Kinshasa redoute une légitimation des rebelles. La question de la libération des prisonniers qui reste un point de blocage. Les médiateurs qataris qui a partagé un projet d'accord de paix, mais des divergences subsistent sur son contenu. Les négociations actuelles viseraient à harmoniser les positions pour aboutir à un texte final, potentiellement soutenu par une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et celui du Rwanda à Washington. Sans avancée significative, des observateurs craignent une escalade des violences alimentées par des extrémistes de deux côtés et les échecs passés des négociations. Les pourparlers de Doha représentent une opportunité cruciale pour résoudre les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais les progrès restent fragiles en raison des combats persistants. Des divergences sur les conditions préalables et de la méfiance mutuelle. La médiation qatari, appuyée par des acteurs internationaux, tente de maintenir le dialogue, mais un accord définitif nécessitera des concessions significatives des parts et d'autres, ainsi qu'un mécanisme de suivi robuste pour garantir la paix en République démocratique du Congo. Énième attaque des terroristes ADF dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Beni le week-end dernier. Les FARDC promettent une riposte à la taille de ce massacre. Elles ont réaffirmé ce dimanche leur engagement à protéger les habitants des territoires de Beni et Lubero contre ces attaques. Ces dernières ont eu lieu la nuit du 14 au 15 août. Bilan, au moins 32 civils ont été tués à Melia, un village du territoire de Lubero, et 4 autres ont perdu la vie samedi à Oicha. 45e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, présenté la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo a signalé dans ses assises le souci du président du Félix Tshisekedi par rapport à la montée en puissance des FARDC avant de demander aux autres forces sœurs de la région de demeurer solidaires.
C'est le 45e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, tenu à Antananarivo, à Madagascar. Du 15 au 17 août, le thème a porté sur le pouvoir d'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Madianvita, qui a représenté personnellement les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses assises, a tenu sur les renforcements d'intégration régionale en redynamisant les secteurs clés du développement, notamment l'agricole, la production en chaîne des valeurs, en capacité industrielle, ainsi que promouvoir une transition énergétique inclusive et durable. Au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM Guy Kabombo Madianvita a présenté la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC qui s'est sensiblement détériorée malgré plusieurs initiatives régionales et engagements internationaux issus des accords de Luanda, Nairobi, Washington et Doha. La RDC a opté pour privilégier la voie du dialogue face à cette agression persistante dans le but d'éviter les bains de sang, ainsi trouver des solutions concertées. Maître Guy Kabombo Madianvita a martelé que la République démocratique du Congo poursuit sa lancée de modernisation des FARDC, l'armée congolaise, et reste disposée à renforcer sa coopération avec divers partenaires régionaux et internationaux. Pour restaurer la paix durable dans la région et la sous-région, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite les partis à une action collective et solidaire. Signalons aussi que ce sommet a marqué également la passation de la présidence de la SADC entre la République du Zimbabwe et la République de Madagascar, qui prend les rênes de la SADC pour les mandats d'août 2025 à août 2026, soit un an. Dans la province du Maniema, la situation sécuritaire est sous contrôle des forces de l'ordre après un accrochage entre un groupe de Wazalendo et la police qui a causé des pertes en vies humaines. Pour établir la sécurité de manière durable, le gouverneur de la province, Moïse Moussa Kambouakoubi, a instauré un couvre-feu de 20h30 à 5h du matin. Dans un communiqué publié ce week-end, il appelle la population à dénoncer tout mouvement suspect. Le jeudi 14 août 2025, vers 7h30, les éléments de l'ordre ont été attaqués par le groupe qui s'est dit des Wazalendo, dirigé par M. Amani Ousseni, Josué alias Saddam, général autoproclamé. Dans leur passage, ils ont tiré sur les cortèges des éléments de sécurité, barricadé les routes, tout en empêchant ainsi la population d'évaguer à ses occupations. La cause, selon eux, serait une revanche du fils de M. Saddam qui aurait été tabassé par les patrouilleurs la nuit du 13 au 14 de ces mois, sans avoir déterminé ni l'identité de la victime, ni les lieux, moins encore l'hôpital où il aurait été interné. Le bilan provisoire de cette incursion fait état des pertes en vies humaines, des part et d'autres, des disparus, des blessés, et même une dizaine des capturés et des dégâts matériels importants. Au stade actuel, la situation est sous contrôle des éléments de l'ordre. C'est pourquoi le gouverneur du Maniema appelle la population au calme et à collaborer avec le service de sécurité afin que tous les auteurs et complices de ces mouvements insurrectionnels soient appréhendés et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Pour ce faire, les mesures suivantes sont arrêtées. À dater du jeudi 14 août 2025, le couvre-feu est décrété de 20h30 à 5h juste sur l'ensemble de la ville de Kindu. Seuls les engins transportant les malades sont autorisés à circuler pendant ces temps. Le gouverneur invite toute la population en général et les chefs de quartier, blocs, avenues et des Nyumbankumi en particulier à dénoncer tout mouvement suspect en utilisant les numéros verts suivants. Pour Vodacom, 083 22 230 66 et pour Orange 085 52 944 44. Aux Wazalendo du camp Katoko de regagner leur site de cantonnement. À tous les autres Wazalendo du Maniema de ne pas céder aux appels de ce groupe insurrectionnel. Fait à Kindu le 14 août 2025, Moussa Kambouakoubi Moïse. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a fait adopter le vendredi au Conseil des ministres le projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé le Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo. Ce fonds, selon le gouvernement, va accélérer le développement du pays dans plusieurs secteurs. Les fonds aux investissements stratégiques
aura pour mission de mobiliser et de structurer des financements en vue d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la RDC, son inclusion territoriale, la diversification de son économie ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. Les attributions confiées à ces fonds stratégiques consistent à structurer des financements innovants, à investir dans les actifs stratégiques, y compris les infrastructures, l'immobilier, l'énergie, les technologies émergentes, l'agriculture ainsi que l'industrie, afin de stimuler les développements économiques durables et ce, en adéquation avec les programmes d'investissement public. Tenir, gérer et valoriser, rentabiliser les actifs publics mentionnés en annexe en facilitant leur intégration dans les projets d'investissement à forte valeur ajoutée. Troisièmement, assurer une gouvernance transparente et rigoureuse en matière de gestion des fonds publics, des bonnes pratiques et des normes environnementales en respectant les principes de responsabilité financière et des performances. Promouvoir le co-investissement avec ses propres ressources aux côtés de partenaires institutionnels et privés, tant nationaux qu'internationaux, pour accroître la capacité d'investissement et optimiser la rentabilité des actifs du fonds. Servir des leviers financiers pour le développement du pays en facilitant l'accès aux financements internationaux et en participant à des initiatives stratégiques en faveur de la croissance et de la création d'emplois et le développement du secteur privé national. Assurer enfin la gestion du secteur fiduciaire de certains projets d'investissement public lui confiés par les gouvernements. Financer ses ressources propres et ou extérieures conformément à la réglementation spécifique applicable et aux exigences économiques. La République a rendu ce lundi le dernier hommage au général Bertin Yaoué, chef de la police du Congo central, qui est décédé suite à un accident de la route tragique là, il y a déjà quelques semaines. Parmi les personnalités qui se sont rendues à ses obsèques, Jean-Marie Kassamba, chef des promotions de la première école doctorale au niveau du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Dans cet élément, son bref témoignage. Oui, c'est un jour très triste pour nous, du collège des hautes études en stratégie défense, parce que le général sous mandat, Yaoué Bertin, était l'un des membres importants de notre promotion, la première école doctorale du Tchest. Les funérailles d'aujourd'hui témoignent de l'attachement que les chef de promotion que je suis attaché à cette école des grandes factures. Vous avez vu là des généraux, des colonels, des hauts cadres, tout ce que notre pays compte, des stratèges, venir rendre hommage à ces généraux qui est parti tragiquement. C'est lié aussi d'inviter la République à honorer ses valeurs sûres. Nous travaillons pour que nos forces de sécurité et de défense jouent un rôle très important dans la défense de notre pays. Et voilà la gravité de cet événement organisé ici dans l'enceinte du commissariat général. On lui a rendu les hommages, mais c'est plus l'héritage. Il devait être déclaré dans quelques jours parce qu'il était en train de rédiger son mémoire de master, le doctorat quelques mois plus tard. C'est bien triste, c'est la vie. Dans sa mission de renforcer la pensée critique à travers des initiatives éducatives ciblées et de transformer la mentalité congolaise en encourageant l'innovation et la participation citoyenne, le mouvement citoyen éclairé, MCE, a organisé le samedi dernier à Kinshasa une conférence qui a réuni plusieurs jeunes sous le thème « Vers une génération des jeunes bâtisseurs de la paix en République démocratique du Congo ». À travers cette conférence, le MCE, sous la direction de son président Hugues Boholé, a édifié la jeunesse congolaise, insistant sur les efforts à fournir pour être les architectes de la paix dans le pays. C'est dans l'amphithéâtre Tchanzu du collège de hautes études des stratégies et défense qui s'est déroulé cet événement. Tout a commencé par le mot de circonstance du secrétaire permanent du MCE qui est revenu sur l'importance de la tenue de cette conférence et du possible impact que la jeunesse peut apporter à la nation. Prenant la parole à son tour devant les jeunes venus en nombre à cette conférence, Hugues Boholé,
président du MCE, a martelé sur les éléments clés pour que la jeunesse congolaise ait la capacité de bâtir la paix en République démocratique du Congo et souffle le vent du développement à ce pays en évoquant la mentalité du changement qu'il faut et le savoir économique à maîtriser. Présente à cette conférence comme étant une figure inspirante du leadership, l'ex-ministre national de la Culture et Arts, Catherine Foura, a encouragé les jeunes Congolais d'avoir une carrière réussie, déterminée à conscientiser la jeunesse congolaise pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Hugues Boolé, président du MCE, est revenu sur l'essentiel de cette conférence. Cette conférence a été particulière parce que déjà on a réuni les jeunes dans un cadre qui est cet endroit de stratégie de défense de notre pays. Et c'est d'autant plus symbolique parce qu'on parle de la paix et surtout qu'il y a des figures emblématiques de la jeunesse congolaise qui sont venues répondre. Vraiment, c'était plus une conférence des leaders de la jeunesse qui sont venus répondre à cet appel pour que nous soyons, nous, en première ligne des bâtisseurs de paix en République démocratique du Congo parce que notre pays est rempli des jeunes et qu'il faut que ces jeunes soient responsabilisés et que ces jeunes puissent être en première ligne de la construction de la paix de notre pays. À toute la jeunesse congolaise, ne vous laissez pas victimiser, ne soyez pas dans la victimisation, dans la manipulation et dans l'oubli de qui vous êtes. Vous êtes les bâtisseurs de ce pays et bâtir, c'est maintenant. Ceci témoigne de l'engagement de Hugues Boolé et du MCE à conquérir la mentalité congolaise ainsi que la régénération de l'homme congolais sur tous les plans afin de lui permettre de participer activement au développement et au bien-être de la société congolaise. La chefferie de Ngweshe a installé à Kinshasa sa nouvelle équipe à la tête de l'association pour le développement des Ngwese ADN. La présidente entrante, Marie-Gisèle Massawa, a présenté le plan d'action 2025 en présence du comité sortant du Conseil des sages et de la communauté Bashi Bahavu. L'ADN devient ainsi la première mutualité à institutionnaliser le leadership féminin dans sa gouvernance. C'était un jour particulier pour les fils et filles de la chefferie Ngweshe. À Kinshasa, la nouvelle équipe dirigeante de l'association pour le développement des Ngweshe a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie a été marquée par la présentation du plan d'action opérationnel pour l'année 2025 en présence du comité sortant, du président du Conseil des sages ainsi que du président de la communauté Bashi Bahavu. Dans son discours, Marie-Gisèle Mawassa, nouvelle présidente, a retracé les principaux objectifs de son mandat. Les principaux objectifs, c'est notamment la promotion de l'unité des Bagweshe. Bagweshe, ça veut dire les ressortissants des Ngweshe vivant ici à Kinshasa et dans la diaspora. Donc nous voulons créer l'unité de tous les ressortissants des Ngweshe pour que nous puissions impulser les développements au terroir. De son côté, Joseph Kinzo, président de la communauté Bashi Bahavu et fils du terroir, a salué cette alternance à la tête de l'association, soulignant les soutiens indéfectibles de la grande communauté à l'ADN. Nous devrions, nous en tant que grande communauté, accompagner une de nos 9 mutuelles. Et ça s'est bien passé comme vous l'avez vécu. Maintenant, ce comité a un mandat à exécuter et sa présidente doit représenter le Bugweshe ou la collectivité de Ngweshe dans la grande communauté Tinyabuguma. Pour sa part, le président du Conseil des sages, Moudekiriza Constantin, a rappelé que développer une région par ses propres fils et filles reste l'un des fondements de l'association. Nous voudrions avoir une région qui se développe ou qui est développée par nous, ses originaires. Nous visons aussi qu'il y ait cette unité de la population, que les gens puissent s'entraider, les gens puissent s'aimer et éviter des conflits inutiles. En guise d'action concrète, les nouveaux comités a remis des machines neuves aux jeunes de la structure, marquant les débuts d'une ère placée sous les signes de l'innovation et de l'inclusion. Ce lundi à la Maison-Blanche entre les présidents américains Donald Trump et Volodymyr Zelensky, accompagnés de 7 autres dirigeants européens pour évoquer les propositions d'accord de paix formulées par Vladimir Poutine lors du sommet de l'Alaska vendredi dernier. Les alliés de Kiev espèrent obtenir une paix juste et durable qui préservera les intérêts vitaux de l'Ukraine. À quelques heures de cette rencontre, le président ukrainien a appelé la Russie à mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée. Il s'agit d'une décision majeure du camp européen pour tenter de résoudre les conflits entre l'Ukraine et la Russie. La décision, qui intervient 48 heures après le sommet Trump-Poutine, a été annoncée ce dimanche peu avant
une visioconférence de la coalition des volontaires qui rassemble les soutiens de Kiev, visant à examiner ce que pourraient être les contours d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. La réunion entre Donald Trump, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky s'annonce capitale dans un contexte où les combats se poursuivent entre les deux pays. Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion, selon plusieurs sources, la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Rappelons qu'en février dernier, la visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche avait été tournée à l'empoignade. Le président ukrainien avait été violemment pris à partie par Donald Trump en présence de nombreux journalistes. L'Afrique reprend sa véritable place sur la carte du monde. L'Union africaine vient de soutenir une initiative portée par des organisations africaines qui vise à corriger l'une des plus grandes distorsions de notre époque, la sous-représentation de la taille réelle du continent dans les cartes utilisées depuis des siècles. Avec le projet Correct the Map, il ne s'agit pas seulement de redessiner la géographie, mais de rétablir une vérité et de redonner confiance aux Africains dans la force et l'immensité de leur terre, une manière de rappeler que l'Afrique n'est pas petite, qu'elle n'a jamais été petite et qu'elle ne mérite désormais d'être vue à sa juste dimension. Cette carte que vous voyez est très répandue et utilisée depuis le XVIe siècle. À première vue, elle paraît normale, sauf qu'elle exagère la taille des régions proches des pôles, l'Europe, l'Amérique du Nord et les Groenland, tout en réduisant visuellement l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est le combat d'Africa No Filter et de Speak Up Africa, deux initiatives qui veulent rendre justice à deux continents longtemps minimisés. Pour les deux associations, cette représentation n'est pas anodine ou n'est pas sans conséquence dans l'esprit de ceux qui la visualisent. Elle a certainement un impact sur l'identité africaine, en particulier chez les enfants dès le début de leur scolarité. Les associations dénoncent cette carte comme la plus longue campagne de désinformation sur le monde et proposent à la place cette nouvelle projection qu'on appelle Equal Earth, qui est une version plus fidèle en termes de superficie réelle des continents. Heureusement pour elles, leur bataille a trouvé écho au sein de la plus grande organisation africaine, l'Union africaine, qui en a fait désormais son cheval de bataille. Elle justifie cette démarche comme un moyen de corriger une place marginale, l'Union africaine, attribuée à l'Afrique dans les représentations visuelles. Une mobilisation encadrée dans une campagne dénommée Correct the Map qui vise à reconquérir la place qui revient à l'Afrique sur la scène mondiale. L'Union africaine entend encourager ses 55 États membres à adopter cette nouvelle projection à l'école, dans les médias et auprès des institutions. Elle cible aussi les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, les Nations unies, pour qu'elles arrêtent l'usage de la projection Mercator. La Banque mondiale a confirmé, elle, déjà utiliser les projections Equal Earth ou Winkel Triple pour ses cartes statiques et annonce qu'elle évince progressivement Mercator. Ce journal est terminé, je vous rappelle les titres avant la revue de presse. Après un point mort ces dernières semaines, le gouvernement va retrouver autour de la table des négociations les rebelles du M23. Ce lundi à Doha, le Qatar a déjà transmis aux deux parties un projet d'accord de paix qui devrait être signé dans les prochains jours. Vous avez suivi dans ce journal une analyse de la rédaction. Au Maniema, la tension est redescendue après un accrochage entre les forces de l'ordre et un groupe d'Ewazalendo. Le gouverneur de la province a toutefois annoncé un couvre-feu de 20h à 5h jusqu'à nouvel ordre pour ne pas permettre à l'ennemi de profiter afin de créer le chaos. Retrouvailles à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ce lundi. Cette fois, le président ukrainien se fera accompagner de ses alliés européens pour obtenir le rapport des échanges du sommet d'Alaska entre les États-Unis et la Russie. La revue de presse sera avec Héritier Ntambois juste après ce générique. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Christopher et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. À la une de votre revue de presse ce lundi, le gouvernement Sumina 2 n'entend pas tourner en rond. Félix Tshisekedi et Judith Suminwa ont été clairs ce vendredi.
C'est une politique édictée par le chef de l'État, certes, mais elle est déjà prise à bras-le-corps par certains membres du gouvernement souminois II pour tenter, n'est-ce pas, de résoudre urgemment les multiples problèmes des Congolais. C'est ce que rapportent la plupart des journaux et sites d'information parus ce lundi, Christopher, le cas de la prospérité qui nous laisse lire juste derrière moi RDC Jean-Lucien Boussa, déterminé à mettre en œuvre la loi sur l'aménagement du territoire. Pour ce média, aussitôt entré en fonction au poste de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa a décidé de passer à l'action. Il affirme, rapporte la prospérité, vouloir consacrer totalement ses initiatives, sa détermination managériale et sa passion pour une gestion transparente des biens publics par un leadership conséquent, mais également par un engagement sans faille au service de la nation tout entière et des populations congolaises. Guidé par la vision édictée par le président de la République et endossée par l'équipe gouvernementale, ce ministre entend résolument procéder dans l'accomplissement de ses actions par une approche de gouvernance réaliste centrée sur l'attente des résultats, plaçant parmi ses priorités la mise en œuvre effective en RDC de la loi sur l'aménagement du territoire. Pour lui, cette loi qui revêt un caractère stratégique, Christopher, doit devenir plus que jamais un outil vivant au service d'un développement territorial rationnel, équitable, participatif et durable. Toujours en rapport avec cette nouvelle équipe gouvernementale, le journal L'Avenir écrit: quand Souminois II augure l'ère d'une fonction publique de développement, la DJPL remercie le président Fatou pour la reconduction du VEPAM Liao. Saisissant, voulais-je dire, la balle au banc, explique L'Avenir Christopher. Les membres de la structure dynamique Jean-Pierre Liao, sous la conduite du coordonnateur national Orek Mboua, ont salué, se méritent pour leur mentor, prenant acte de cette confiance renouvelée. Ils expriment leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et présentent ses sincères félicitations au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Très bien, on va parler d'un sujet qui attirera sans doute l'attention bientôt encore, à savoir les inondations à Kinshasa. Est-ce qu'elle s'est vaincue ou pas? Mais pour le moment, le média Maximum nous apprend que le gouverneur Daniel Bumba tient à reloger les sinistrés des victimes tout à fait, de mars. Au Tchokoum, ces médias renseignent que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, effectue une visite le jeudi aux sinistrés des inondations survenues les 4, je rappelle, et 5 avril dernier au stade Tata Raphaël. Lors de cette visite, rapporte le Maximum, l'ambassadeur émirati Anwar Othman Baroul Al-Baroudi a remis des produits vivriers, témoignant ainsi de la solidarité de son pays envers les sinistrés. Cette aide humanitaire vise à soutenir les efforts des autorités nationales et provinciales dans la prise en charge des victimes de cette calamité naturelle. Le gouverneur Daniel Bumba a, d'après ces sites d'information, exprimé sa gratitude envers ses diplomates, le remerciant au nom de tous les Kinois pour ce qu'il a qualifié d'actes d'amitié et des partenariats solide. Le Maximum note, puis j'en termine là-dessus, que sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi, les gouvernements nationaux et provinciaux s'engagent à apporter un soutien financier aux victimes pour assurer leur relogement dans les milieux plus sûr. Voilà, qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Ochoukou. Merci beaucoup, Héritier Ntambwa, pour ce résumé circonstanciel. Je vous en prie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.